Dans l'actualité française, on parle beaucoup cette semaine du meurtre de l'étudiante philippine. Son corps a été retrouvé au Bois de Boulogne en début de semaine. Le suspect est un étranger qui était en voie d'expulsion sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Beaucoup de réactions politiques, et notamment celle de Laurent Wauquiez et des députés Les Républicains qui proposent d'allonger la durée maximale de rétention donc dans les centres de rétention administrative pour les étrangers et clandestins dangereux, l'allonger à 210 jours de rétention. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais là, la question, en fait, même si on avait allongé à 210 jours, la question ne se posait même pas, puisque c'est un juge qui a décidé, avant la durée légale de 90 jours de rétention, de relâcher cette personne qui était sous OQTF et donc qui devait être expulsée 3 jours avant même d'avoir le laissez-passer consulaire pour le renvoyer dans son pays d'origine, en l'occurrence le Maroc. Donc, allonger la durée de rétention n'aurait pas réglé le problème. La question est pourquoi, et c'est pour ça que l'enquête va le déterminer, pourquoi est-ce que le juge des libertés a pris la décision de le relâcher, avec une obligation certes de pointer et une assignation à résidence, mais on voit bien qu'elle n'a pas été respectée et qui a provoqué en fin de compte un drame avec la jeune Philippine dans le Bois de Boulogne. Donc la question est de plutôt appliquer aujourd'hui les lois, de faire en sorte qu'il y ait pas de possibilité de remise en liberté dans les CRA lorsqu'on attend une OQTF, et de faire en sorte qu'effectivement les délinquants et les criminels étrangers puissent être renvoyés dans leur pays. C'est ce que nous avons défendu dans la loi portée par Gérald Darmanin l'année dernière et qui, à mon sens, est attendue aussi par les Français. Il n'est pas question de refaire des nouvelles lois. Nous avons un outil législatif. Il ne faut pas faire évoluer l'arsenal juridique comme le propose Bruno Retailleau. Il faut juste l'appliquer. On a aujourd'hui tous les outils, tout le monde le dit, à la fois la police, la justice le disent, nous avons tous les outils, sauf qu'ils ne sont pas forcément tous appliqués. Donc appliquons déjà les lois que nous avons, elles sont à la fois protectrices. Donc les LR et le RN sont dans la surenchère quand ils proposent de nouvelles lois sur l'immigration. Mais le RN, on est habitué sur la surenchère. Le RN, c'est leur fonds de commerce. Donc c'est normal qu'ils soient dans la surenchère. J'attendais peut-être un peu des LR qui soient un peu plus raisonnables. Ils ont d'ailleurs porté un certain nombre d'amendements qui ont été repris dans la loi portée par Gérald Darmanin l'année dernière. Je ne vois pas pourquoi ils font de la surenchère. D'ailleurs, ce débat n'avait pas été posé lorsqu'il y a eu le débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc ils auraient pu le faire. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait déjà aujourd'hui les outils juridiques pour le faire, et on a même réduit le nombre de recours possibles justement pour ceux qui étaient sous OQTF. Alors on va parler du gouvernement, du nouveau gouvernement de Michel Barnier, avec un séminaire cet après-midi. L'objectif, c'est de préparer le discours de politique générale la semaine prochaine devant le Parlement, mais c'est peut-être aussi de renforcer la cohésion de l'exécutif après une succession quand même de couacs cette semaine. Michel Barnier qui a dû prendre son téléphone pour s'excuser auprès de Marine Le Pen après les propos de son ministre de l'économie, prendre de nouveau son téléphone pour s'excuser auprès du maire de Cannes, David Lisnard, après les propos de sa ministre de la Transition écologique sur les inondations à Cannes. Est-ce que c'est le gouvernement des couacs ? Non, mais je pense qu'on a besoin d'apprendre à vivre en coalition. En fait, on ne sait pas le faire. On ne sait pas faire parce que ça n'existait pas sous la Ve République. Et donc, que ce soit pour les LR, que ce soit pour le camp présidentiel, nous avons besoin d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est pour ça que le fait de se réunir et de travailler sur la cohésion de l'équipe gouvernementale, elle est nécessaire. Et moi, je l'ai dit, il faut aussi de la solidarité dans tous les sens. Il faut de la solidarité avec ses ministres, il faut de la solidarité entre ministres, et il faut aussi la solidarité avec les partis et les groupes politiques qui composent la coalition, et notamment le groupe Ensemble pour la République, qui est le principal groupe de cette coalition et qui est mené par Gabriel Attal. Ce coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen pour s'excuser des propos de son ministre de l'économie qui estimait que le RN n'était pas dans l'arc républicain et qu'il ne fallait pas forcément dialoguer avec eux. Alors il s'est repris depuis, il a été recadré. Est-ce que ça vous a mis en colère ? Moi, j'estime que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Je l'ai toujours dit, et d'ailleurs, on a fait campagne dessus. Et on a fait ce front républicain, ce barrage républicain qui a permis que l'extrême droite ne dirige pas notre pays aujourd'hui. Ce barrage s'est effondré quand on écoute la ligne de Michel Barnier aujourd'hui. Mais moi, je vous dis ma position. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Donc ma position, elle est claire. Pour moi, le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Ensuite, qu'Antoine Armand ait cette position-là en tant que député, c'est une chose. En tant que ministre, je pense qu'effectivement, il doit recevoir l'ensemble des groupes politiques parce que le Rassemblement national, même si on estime qu'il n'est pas dans l'arc républicain, représente quand même un certain nombre de Français,
de nombreux Français. Et donc, il faut pouvoir, à partir du moment où ils sont députés, qu'ils ont un groupe important à l'Assemblée, il faut pouvoir les recevoir. Après, on n'est pas obligé de faire des compromis avec eux. Les recevoir, c'est ne pas faire des compromis, c'est juste respecter les électeurs qui leur ont fait confiance. Donc, moi, je suis pour qu'on puisse les recevoir, mais pas de compromis, pas de travail avec eux. Après, honnêtement, le coup de téléphone pour s'excuser auprès de Marine Le Pen, c'était trop ? Je ne suis pas sûr que c'était nécessaire, en tout cas. Alors, vous connaissez le principe de cette émission, on va souvent voir nos partenaires de la presse régionale. Aujourd'hui, direction Montluçon, retrouver nos partenaires de La Montagne. On va retrouver Julien Pépineau, qui est responsable de l'agence de La Montagne à Montluçon. Bonjour Julien. Oui, bonjour à vous. Alors, à lire aujourd'hui dans votre édition du journal La Montagne, un dossier sur le trafic de drogue. C'est ça, trafic de drogue à Clermont, la capitale auvergnate. C'est un dossier sur 3 pages qui tourne partout dans notre région d'Auvergne sur un phénomène qui reste assez nouveau. Le trafic de stupes, de drogue n'est pas nouveau, mais ce qui est inédit, c'est que ça arrive proche du centre-ville. Des choses qu'on ne voyait pas avant, puisque c'était réservé plus à certains quartiers bien identifiés. Et donc, cette expansion, qui semble un peu inexorable, bien sûr, elle inquiète les riverains qu'on a pu rencontrer. On a aussi rencontré, bien entendu, les forces de l'ordre qui surveillent tout ça. Et il y a un sentiment de caractère inexorable à tout ça. Et donc, ça nourrit ces 3 pages à retrouver dans le journal d'aujourd'hui. Alors Julien, vous aviez une question pour le sénateur. Oui, non, peut-être une relance. Et la ville de Montluçon également n'est pas épargnée par le narcotrafic. Non, alors ça c'est aussi un phénomène qui évolue, c'est-à-dire que des villes comme Montluçon, ville sous préfecture, connaissent aussi le phénomène, qui n'arrive pas encore dans le centre-ville, qui reste réservé pour le coup à des quartiers. Mais ce qui est inédit dans ce genre de ville de taille moyenne, ce n'est pas propre à Montluçon, c'est que des villages, des petites communes aux alentours connaissent ce phénomène. Et d'ailleurs, ce qui peut peut-être faire une transition toute trouvée sur ma question, c'est que il y a eu des opérations Place Nette, les fameuses, à l'été dernier, dans ces communes. On a eu une à Montluçon, dans un des quartiers. Mais la difficulté, là aussi, qui n'était pas propre à Montluçon, c'est que quelques semaines après, les habitants avaient l'impression que rien n'avait changé, malgré ce qui beaucoup appelaient un coup de communication. Est-ce que finalement, ces quartiers, ces villes sont condamnées à voir ce trafic de stupéfiants s'étendre ? Moi, je ne pense pas que ces villes sont condamnées. Après, effectivement, la question du narcotrafic est un fléau pour notre pays, et pas d'ailleurs seulement sur notre pays, mais sur l'ensemble de la planète. Et donc, nous devons avoir à la fois cette collaboration internationale pour lutter contre le narcotrafic à la base, et notamment vers les producteurs, mais aussi vers les consommateurs en France. Aujourd'hui, il y a du narcotrafic qui existe parce qu'il y a des consommateurs qui achètent. Et donc, il faut à tous les niveaux de la chaîne à s'attaquer aux trafiquants et aux consommateurs. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours été très opposé à la légalisation, y compris des drogues dites douces comme le cannabis, parce que je pense que c'est la porte ouverte justement à une augmentation des drogues dures qui pourraient arriver encore plus en masse dans notre pays. Donc moi je pense qu'il faut lutter, il faut continuer. Gérald Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, avait fait un certain nombre d'actions coup de poing justement pour démanteler un certain nombre de points de deal et de trafic qui avaient réussi sur certains points, été déplacés sur d'autres. Mais je pense qu'il faut continuer, et nos forces de l'ordre, d'ailleurs je salue nos forces de l'ordre qui au quotidien travaillent pour démanteler des points de deal, pour arrêter des réseaux de trafic et qui permettent aussi de lutter contre un fléau de société et notamment en termes de santé publique pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Julien Pépineau, pour votre intervention dans cette émission. Je rappelle que vous êtes responsable de l'agence de La Montagne à Montluçon, et on va regarder l'édition du journal La Montagne, aujourd'hui édition de Clermont-Ferrand, consacrée à ce fléau du narcotrafic qui touche tous les territoires. Merci d'être venu dans cette émission. Xavier Iacovelli, avant de parler dans quelques instants de votre rapport sur les complémentaires santé, sur les mutuelles, un mot sur des réformes économiques et sociales dont on parle
parle en ce moment, qui font partie des dossiers du gouvernement Barnier. D'abord, la réforme de l'assurance chômage. Matignon pourrait renoncer à ce durcissement des règles de l'assurance chômage qui avait été prévu puis suspendu par le gouvernement Attal. Pourquoi abandonner une réforme que les macronistes ont longtemps défendue ? Vous avez remarqué que la situation politique est un peu différente aussi par rapport à celle de 2022-2024. Et donc il faut aussi s'adapter à une configuration de l'Assemblée nationale qui est différente. Donc je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de faire des réformes qui puissent avoir une large majorité ou en tout cas une minorité un peu plus importante que ce que nous avons aujourd'hui. L'assurance chômage était une vraie réforme nécessaire dans le sens où nous avons besoin aujourd'hui de remettre les Français dans une activité professionnelle parce que nous avons un taux de chômage à la fois encore important, même s'il a énormément baissé sous les différents gouvernements du président Macron, que nous avons créé plus de 2,2 millions d'emplois depuis 2017, que nous avons réindustrialisé aussi notre pays et fait en sorte que pendant les 5 années consécutives, la France a été le pays le plus attractif d'Europe. Mais cependant, nous avons aussi un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin de retrouver de la main-d'œuvre sur des métiers qui sont en pénurie. Et donc, c'est vrai que cette première réforme qui avait été menée par Olivier Dussopt sur l'assurance chômage, sous la direction d'Elisabeth Borne, puis ensuite une proposition qui avait été faite par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, allait dans ce sens-là de pouvoir remettre de l'activité en France. Alors, sur cette réforme de l'assurance chômage, vous dites qu'il faut prendre en compte la nouvelle configuration politique, la nouvelle Assemblée nationale, le message des Français qui a eu lieu dans les urnes. Et sur la réforme des retraites, le 31 octobre, il y a cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui repousse l'âge de 62 à 64 ans, proposition de loi du Rassemblement national. Est-ce que là aussi, vous vous dites qu'il faut prendre en compte le message de l'opinion publique qui était quand même majoritairement contre cette réforme et est-ce qu'il faut l'abandonner ? Mais la question est de savoir est-ce qu'on veut préserver notre système de retraite par répartition ? Moi, c'est oui. Et je pense que l'ensemble des Français est favorable à maintenir notre système de retraite par répartition. Et donc, parce que la question qui est posée à la fin du mois d'octobre, c'est pas de réformer la retraite qui a été votée, c'est d'abroger, c'est-à-dire revenir à la situation précédente. Et donc, toutes les augmentations des petites retraites qui ont eu lieu ces derniers mois, et notamment ces derniers jours, notamment avec la réforme qui a été portée par Olivier Dussopt, on annule donc les augmentations des retraites. Donc ça aussi, l'abrogation va aussi pénaliser les plus modestes des retraités. Et donc ça, pour nous, il en est hors de question. Et c'est surtout, ça met en péril notre système de retraite. Donc nous ne voterons pas cette abrogation. Et j'attends de voir si effectivement la gauche associera ses voix avec celles de l'extrême droite pour cette réforme. Alors on va parler des mutuelles puisque c'est l'objet de notre travail dans le cadre d'une mission sénatoriale. On en parle avec notre chroniqueur parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Alex, bonjour Xavier Covelli. Bonjour. Alors je le disais, le Sénat a lancé une mission de contrôle sur le prix des mutuelles. Voilà, c'est ça, c'est une mission demandée par le groupe RDPI, c'est le groupe des sénateurs macronistes dont vous faites partie, monsieur Iacovelli. Le point de départ de votre mission, c'est la nette augmentation des tarifs de ces mutuelles. Fin 2023, la mutualité française parlait ainsi d'une hausse de plus 8,1% du prix de ces mutuelles en moyenne en France. Premier renseignement de votre rapport, cette hausse est excessive. D'après vos calculs, même avec les mesures nouvelles mises à la charge des complémentaires santé, la hausse aurait dû être de 4,5 à 6,5% et non pas 8%. Ces tarifs élevés pèsent dans le porte-monnaie des Français. C'est ça, les sénateurs se sont effectivement interrogés sur les conséquences de ces hausses des prix sur le pouvoir d'achat des Français, surtout quand on sait que ça concerne tout le monde. 96% d'entre nous sommes couverts par une mutuelle, qu'elle soit collective via notre employeur ou individuelle pour les indépendants ou les retraités. À propos des retraités, écoutez ce représentant de la Confédération française des retraités, c'était en audition au printemps dernier. Il faut savoir que si dans un couple, tous les mois, on doit payer 250 € pour la complémentaire santé, ça fait 3 000 € dans l'année, ça fait plus qu'un mois de pension. Donc c'est véritablement un poids très 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 sensible pour les Français.
Alors Quentin, quelles sont les causes de cette augmentation du prix des mutuelles? On peut en citer quelques-unes sans entrer dans les aspects les plus techniques parce que ça devient très rapidement très technique ce sujet. Mais déjà, il y a le vieillissement de la population. Dans votre rapport, Monsieur Iacovelli, vous notez que la part de la population de personnes de plus de 65 ans a progressé de près de 5 points en 20 ans. Or, plus une personne vieillit, plus ses besoins en santé augmentent. Il y a aussi la revalorisation régulière des soins, comme la consultation à 30 € pour les généralistes. Ça a coûté ça à lui seul 500 millions d'euros aux mutuelles. Le rapport qui égrène ainsi les causes légitimes des augmentations, mais le rapport qui note aussi que ces éléments ne suffisent pas à expliquer les hausses tarifaires constatées. Vous écrivez ainsi cette phrase: la mission s'étonne de ces écarts. Il conviendra de rester attentif au bilan financier des complémentaires santé sur les années à venir afin de vérifier le caractère strictement proportionné des augmentations de cotisations aux hausses de prestations. Et donc cette mission sénatoriale présente 22 recommandations. Voilà, il y a des choses très techniques parce qu'il existe 397 organismes qui regroupent les mutuelles, les assureurs, les organismes de prévoyance. Vous proposez déjà de mettre en place un dialogue entre l'État et tout ce secteur. Même chose sur la lisibilité des contrats. C'est parfois incompréhensible pour un assuré. C'est lié à la complexité du système de santé, mais cela pousse aussi certains Français à avoir des contrats trop chers et peu adaptés à leurs besoins. Enfin, dernière idée, il faut s'interroger sur la prise en charge des pratiques de médecine douce comme l'ostéopathie, la naturopathie ou encore la sophrologie. Le système de forfait avec par exemple 4 séances possibles par an, ça pousserait à la consommation selon votre rapport. Première question, Xavier Iacovelli, vous accusez les mutuelles et les complémentaires santé d'être allés trop loin dans l'augmentation de leurs tarifs. Il y a de l'abus de la part du secteur. Il y a de l'abus et en même temps, c'est pas un secteur qui est très lucratif en fait. C'était ça le problème de double effet ciseau, c'est-à-dire qu'il y a des coûts de santé qui augmentent, un secteur qui est peu lucratif puisqu'on arrive à 0,1% du résultat, donc vous voyez que c'est pas non plus le secteur le plus lucratif en France. Et donc on a une espèce de triple effet ciseau sur les mutuelles avec une augmentation des coûts de santé pour l'ensemble. Mais moi je voudrais aussi, contrairement à ce que disent souvent les complémentaires santé, qui disent oui mais parce que en fait c'est l'État et notamment l'assurance maladie qui nous transfère des charges et donc c'est pour ça qu'on est obligé d'augmenter, donc c'est l'État qui se défausse sur les complémentaires santé. Sauf que dans le même temps, l'État, avec les maladies longue durée, a pris à sa charge plus 1,8 milliard uniquement sur les maladies longue durée, en plus sur la même période, alors que nous avons transféré entre 500 et 600 millions d'euros seulement aux complémentaires santé. Donc on voit bien que le déséquilibre, il est plutôt en la défaveur de l'assurance maladie et donc de l'État plutôt que complémentaires santé. Ensuite, il y a aussi des questions sur les retraités. Et c'est pour ça, en fait, qu'à la base, c'était vraiment le point sur les retraités, puisqu'en fait, depuis 2016, et cette obligation d'avoir une complémentaire santé qui est prise en charge à 50% au minimum par notre employeur, en fait, les retraités sortaient de cette phase d'activité avec du coup 50% en plus de leur cotisation, plus un vieillissement, et donc du coup comme en France on est assuré par rapport au risque, par rapport à l'âge, donc il y avait une augmentation, et donc il y avait un espèce de double effet ciseau pour les retraités. Ça pèse particulièrement lourd dans leur pouvoir d'achat, on l'a évoqué avec cette audition. On en est même jusqu'à 10% par exemple de taux d'effort, alors qu'on est à un peu moins de 2% pour les actifs. Donc il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat, notamment pour les retraités, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose, en plus de ce qui existe, le contrat solidaire, santé solidaire, qui est soit gratuit, soit contributif pour les plus bas revenus sur les contrats individuels. Nous proposons un contrat 3S, on va dire, un complémentaire santé solidaire senior, pour justement les plus modestes de nos seniors à partir du minimum vieillesse. Mais donc si on doit résumer votre message politique avec ce rapport, c'est de mettre aussi un peu la pression sur ce secteur. Il faut qu'ils fassent le ménage sur leur organisation et sur les tarifs. Il faut qu'ils fassent le ménage, il faut qu'ils fassent le ménage aussi sur leurs frais de gestion. On dénonce souvent les frais de gestion qui sont aux alentours de 20% des cotisations. C'est pour les frais de gestion, les frais d'acquisition, donc la publicité qu'ils peuvent faire, le sponsoring. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une complémentaire santé a nécessité d'aller sponsoriser la Transat Jacques Vabre ou d'autres courses automobiles? Je ne suis pas sûr aujourd'hui que quand on paye une cotisation à notre mutuelle, on a envie que notre argent soit distribué pour sponsoriser tel ou tel événement sportif ou culturel.
On parlait de ces médecines douces, ostéopathie, naturopathie, sophrologie. Elles sont dans votre viseur avec ce rapport. Vous parlez d'une multiplication par 5 en 8 ans du poids de cette médecine douce. Ça représenterait 1 milliard d'euros. Il faut là aussi revoir complètement la façon dont les contrats remboursent ces soins. Alors, il n'est pas question de supprimer le remboursement de ces médecines douces. Et il est de faire en sorte que le contrat responsable, ce contrat qui est en fait fixé par l'État et qui représente à peu près 96% des contrats qui sont aujourd'hui signés pour les assurés. Ce type de contrat est trop généreux. Ce type de contrat prend aujourd'hui des médecines douces qui ne sont pas reconnues, en tout cas l'efficacité n'est pas forcément reconnue par les pouvoirs publics, et donc on estime qu'elles bénéficient au même titre que les autres prestations de soins d'une tarification allégée, de taxation allégée. Et donc nous, on souhaite effectivement que le contrat soit recentré sur les besoins réels de santé des assurés, pour que tout le monde puisse avoir accès aux besoins de santé avec une tarification allégée, et qu'ensuite on ait un système d'options pour avoir au choix des assurés ou pas de la médecine douce. Merci beaucoup Quentin. On vous retrouve dans le Club des Territoires et on parlera de la réforme des retraites. Voilà, avec ce dilemme à gauche dont vous parliez aussi, Monsieur Iacovelli, sur le fait de voter ou pas cette proposition de loi du RN. À tout à l'heure. Xavier Iacovelli, on finit par un mot sur la monoparentalité. Les familles monoparentales représentent un quart des familles françaises et vous remettez aujourd'hui un rapport, là encore, après une mission qui vous avait été confiée par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, un rapport au Conseil de la famille sur cette question de la monoparentalité. Alors sans forcément le dévoiler, quel est l'esprit de vos recommandations? Oui, aujourd'hui, je présente devant le Haut Conseil de la famille et de l'enfance ce rapport et il sera ensuite présenté officiellement à partir de lundi au grand public. Et l'idée, c'est de faire en sorte, et c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui nous l'avait confié à la députée de Paris, Fanta Berete et moi-même, un rapport pour améliorer et protéger les familles en situation de monoparentalité. Comme vous l'avez dit, c'est un quart des familles aujourd'hui en France et donc sans avoir de statut particulier. Et donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois déjà les reconnaître en tant que telles, de faire en sorte qu'elles puissent avoir un droit opposable à la fois sur les entreprises publiques, sur leurs employeurs ou sur les collectivités territoriales pour qu'elles puissent avoir des avantages, en tout cas des allègements parfois sur un certain nombre de sujets et de faire en sorte de mieux les accompagner avec aussi une nécessité de revoir l'ensemble des droits familiaux qui ont forcément évolué puisque les familles, il n'y a pas une seule famille maintenant, mais il y a des familles et des familles qui sont diverses et qu'il faut pouvoir adapter notre droit à la société qui a évolué. On suivra vos recommandations. Merci beaucoup, Xavier Iacovelli, d'avoir été notre sénateur du jour.